Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. L'UONTI, une approche éducative, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme, ne nous prenons pas trop au sérieux, c'est dans une nouvelle humeur de G. Et aussi en fin d'émission, une pépite libre de Jean-Christophe Becquet, les ressources de l'association Fable Lab pour être plus libre grâce aux mots. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 avril 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Boukinette. Salut Bouki. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au monde numérique, au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G. Salut Étienne et salut à toi, public de Libre à vous. Alors avec le retour des beaux jours, je suis d'humeur taquine et je n'ai pas envie de te plomber encore avec une énième chronique sur la destruction du monde par le capitalisme ou sur les fameuses frasques des GAFAM. Non, aujourd'hui je vais te parler de légèreté, d'humour et de manière générale du fait de ne pas se prendre au sérieux. Parce que dans le milieu du logiciel libre et de la culture libre, chez les libristes donc, c'est un sujet sur lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord. Faut-il se prendre au sérieux ou non ? Fallait-il remplacer le bouton « Pouette » de Mastodon par un simple « Publier » ? Ah oui, ça, si vous n'aviez pas suivi, c'était il y a 2 ans. À l'époque, sur Mastodon, le média social de microblog libre et décentralisé, le bouton qui permettait de publier un message s'appelait « Toot », en anglais T-O-O-T. Alors « Toot », ça désigne le bruit que fait un klaxon ou un éléphant. Vu que les mastodontes étaient des proches parents des éléphants, on comprend l'origine. Mais « Toot », ça peut aussi être un bruit de « P », d'où la traduction française « Pouette ». Personnellement, j'ai toujours trouvé ça assez rigolo, mais ça faisait clairement pas sérieux, et comme il fallait concurrencer Twitter, il fallait faire sérieux, parce que sinon les gens viendraient pas, ils trouveraient ça puéril, et donc, hop, exit les toutes, fini les pouettes. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que ça n'a jamais dérangé personne qu'on parle de tweet sur Twitter, ce qui signifie gazouillis, qui ne fait pas bien sérieux non plus. Quand c'est un start-upper cocaïné qui fait dans la légèreté, c'est novateur et c'est un signe de coolitude, mais quand c'est nous les libristes, on nous dit que ça montre bien notre amateurisme, va comprendre. Et moi je trouve qu'on devrait assumer cette légèreté et cet humour, parce que ne pas se prendre au sérieux, c'est quand même une bonne base pour s'empêcher de devenir des immenses connards. Parce qu'on a beau se la raconter avec nos licences, nos bouts de code hyper sophistiqués, nos joujoux technologiques, on reste au final une bande de gros tas de viande névrosés, et quoi qu'il arrive, comme dirait la chanteuse Guy Drey, on fait tous caca. Alors arrêtons de péter plus haut que nos culs, de peur de se retrouver avec un peu de merde derrière les oreilles. Pardon, j'arrête là pour le champ lexical scatologique. Du côté du logiciel libre, je pense justement que notre humour, notre dérision, c'est aussi ce qui fait notre différence, notre originalité et une de nos forces. Moi, j'avais trouvé ça d'une tristesse absolue quand Ubuntu avait lâché, il y a un paquet d'années maintenant, sa palette originale de teintes brunes, orangées, des couleurs chaudes qui détonnaient dans le milieu de l'informatique. Ça avait une gueule, ça avait une patte. Mais ouais, un truc avec des fonds d'écran de la savane et des tam-tams africains qui t'accueillaient à l'allumage, ça faisait pas pro. Alors on a fait comme tout le monde, on a mis des teintes violacées, bleues, des couleurs froides, et on a remplacé les tam-tams par un synthétiseur bien générique, comme il y en a partout. Et c'est dommage parce que cette esthétique, justement, elle est partout, et elle me sort un peu par les yeux. C'est comme cette uniformisation des couleurs de notre monde où toutes les bagnoles sont devenues noires et blanches, et où toutes nos fringues sont dans des teintes de blanc, gris, beige, noir. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'optimisation constante des profits pousse à choisir ce qui se vend le plus largement et donc à des choix toujours plus consensuels, toujours plus proches du plus petit dénominateur commun. Pendant les grandes heures de l'URSS, on mettait les gens en garde contre le communisme où tout le monde aurait la même voiture, les mêmes fringues et la même bouffe. Finalement, c'est exactement ce que le capitalisme triomphant a réussi à faire.
Bon, je retire ce que j'ai dit au début, la chronique qui parle pas de comment le capitalisme détruit le monde, c'est pas encore pour aujourd'hui. Bon, pour revenir à mon sujet, les logiciels libres ont cet avantage de ne pas être guidés en premier lieu par l'optimisation du profit et donc peuvent, à mon sens, se permettre de faire un pas de côté par rapport à cette uniformisation et de s'autoriser un peu de fantaisie, un peu de légèreté. Moi, j'aime bien que plein de logiciels libres utilisent des mascottes rigolotes au lieu d'un simple logo. Le manchot de Linux, le GNU de GNU, le pandarou de Firefox, le poulpe, ou plutôt la sèche de Peertube, le diablotin de BSD, etc., etc. Et j'aime bien qu'en décembre, l'icône du lecteur multimédia VLC, un cône de chantier, déjà pas très sérieux d'ailleurs, mette un petit chapeau de Père Noël, comme ça. Alors évidemment, les libristes ne vivent pas dans un vide interstellaire dégagé de toute considération bassement matérielle, et oui, il faut bien gagner sa croûte. Donc je comprends qu'on essaie quand même de faire un peu sérieux si ça peut retirer quelques barrières à l'adoption de logiciels libres. Disons que c'est un équilibre à trouver. À Framasoft, la dernière fois, on avait proposé une campagne qui s'appelait « Collectivisons Internet, convivialisons Internet », mais ça, c'était la version sérieuse. La version déconne, elle prenait les 2 premières lettres de chaque mot, ce qui donnait « coin coin ». Et sur le site de soutien, la version normale était sobre, mais tu pouvais aussi accéder à la version coin coin, où tu étais accueilli par un très gros canard. Bref, on essayait de jouer un peu sur les 2 tableaux. À l'April aussi, d'ailleurs, la question s'est posée quand on a lancé notre dernière campagne d'adhésion, le lama déchaîné. C'est vrai qu'accueillir les gens avec une animation de lama qui crache, c'était peut-être pas aussi consensuel que ça aurait pu l'être, mais on s'est dit que ça ferait plus marrer et adhérer de gens que ça n'en rebuterait, et je pense qu'on a eu raison. Bien sûr, on me répondra que les grosses boîtes de la tech savent très bien récupérer la légèreté et intégrer les dernières vagues d'humour à la mode pour faire cool, notamment dans la publicité. Enfin, honnêtement, au moment où une blague atterrit sur le bureau d'un publicitaire, elle est très souvent largement périmée. Et puis surtout, personne n'est dupe du fait que non, le community manager de Netflix qui parle comme ton super pote, c'est pas ton super pote. C'est un type payé pour faire tout son possible pour que tu ne te désabonnes pas lors de la 3e augmentation de tarifs de l'année. Puis je pense qu'il y a des formes de légèreté et d'humour qui sont difficilement récupérables, notamment tout ce qui sort du consensus mou. Exemple de blague peu récupérable, vous savez pourquoi les milliardaires veulent tous aller dans l'espace ? Parce que sans la gravité, les guillotines ne fonctionnent pas. Voilà, c'est là où vous avez peu de chance de voir Elon Musk la faire. Et de manière générale, ne pas se prendre au sérieux, c'est aussi prendre acte qu'être dans la norme n'est pas une fin en soi. À l'heure où on commence à bouffer en permanence de la com statistiquement moyenne dupliquée à l'infini par des IA qui polissent et uniformisent le monde avec plus d'efficacité que n'importe quel manager un peu trop rigide, à l'heure où il te suffit du bon prompt pour te générer l'accroche statistiquement la plus efficace, l'image la plus statistiquement satisfaisante, proposer des trucs qui ne sont pas dans la moyenne, des blagues un peu potaches, pas trop récupérables par les pubards, des pouettes, des coins-coins, des lamas qui crachent, des bruits de tam-tam. Et moi, je trouve ça vachement rafraîchissant. Pas vous ? Si, complètement. Et j'avais pas mesuré le côté très subversif de Framaprout aussi à l'époque. Oui. Merci pour cette chronique rafraîchissante, effectivement, qui nous permet de rentrer de bon pied dans ce printemps. Et j'en profite pour rappeler, Dick, que tu es un auteur qui a fait le choix de placer tes œuvres sous licence libre, et ainsi tu tires l'essentiel de tes revenus sur tes œuvres, non pas par leur vente, mais par le soutien des personnes qui le veulent bien et le peuvent. Et donc, si vous appréciez les chroniques de J, ses dessins et autres livres, n'hésitez surtout pas à le soutenir à la hauteur de vos moyens. Plusieurs manières pour le faire sont décrites sur son site j-ptilook.net, et on mettra le lien directement sur la page de l'émission. Merci beaucoup. Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'une approche éducative à Luanti, un jeu semblable à Minecraft. Nous allons écouter avant cela We Are All Going to Hell par Earth Pile Up. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. Put your hands over your nose. Try to ignore that burning smell. Either the rapture didn't happen, or we're all going to hell. Put your hands over your nose. Try to ignore that burning smell. Brixton's on fire, and the heat is starting to spread. So let's get out the water cannon to blind people from
Nous venons d'écouter We're All Going to Hell par Her Spile Up, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons maintenant passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte sur une approche éducative à Luanti, un jeu libre semblable à Minecraft. Ce sujet sera animé par Laurent Costi, vice-président de l'April. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/243. Laurent, je te laisse le micro ainsi qu'à tes deux invités présents et présentes en studio avec nous. Merci Étienne. Alors j'envie vraiment ton accent sur le titre des chansons, là, respect, tu m'apprendras parce que là je suis très loin. Bref, le 10 septembre 2024, nous vous proposions déjà une émission dédiée à Luanti qui s'appelait encore Mindtest à l'époque. On expliquait déjà très bien en introduction par un habile copier-coller de Wikipédia ce qu'est Luanti et on va quand même le rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc cette fois, on fait un copier-coller en partie de la retransmission de l'émission sur le site librealire.org. Donc j'y vais. Luanti est un moteur de jeux vidéo multiplateforme. Le joueur peut évoluer dans des mondes générés de façon aléatoire, composés de blocs, rassembler diverses matières premières et les combiner pour façonner le monde comme il l'entend. Il est important de noter que le projet est plutôt un moteur de jeu qu'un jeu en lui-même. On va vous l'expliquer plus tard. Luanti est largement inspiré du jeu Minecraft, tu l'as dit en introduction Étienne, mais il est sous licence libre et ça fait une énorme différence pour nous. Et comme on s'est posé la question avant l'émission, Luanti est la contraction du mot finlandais, c'est la nationalité du créateur du jeu Celeron 55, donc du mot finlandais Luanti, qui se traduit par création, et du nom du langage de programmation Lua qui est utilisé pour le développement. Donc si la première émission avait pour but de faire découvrir Luanti, notre objectif aujourd'hui, avec nos deux invités que sont Sarah Betaucourt et Jean-François Coche, qui vont se présenter plus amplement et corriger mes erreurs après cette introduction, et surtout de donner à voir des utilisations pédagogiques de Luanti. Avec un tel outil libre et gratuit, les possibilités éducatives semblent infinies. Sarah, Jean-François, je vous laisse donc vous présenter et expliquer comment, avec votre parcours, vous en êtes arrivé à utiliser Luanti. Sarah, tu commences ? Ok, donc moi je suis enseignante. Au moment où j'ai rencontré pour la première fois Jean-François, j'étais enseignante sur la commune de Roubaix, dans le nord de la France. On a fait un premier projet en fait ensemble, et l'année suivante, Jean-François m'a contacté en me disant qu'il avait justement un projet à tester en fait dans une classe. Moi, je suis toujours très ouverte justement pour tester des nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'a démarré du coup le travail qu'on a fait ensemble sur ce qu'était Mindtest à l'époque, puisque ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Très bien, Jean-François Coche. Tout à fait, merci. Oui, soyons pointilleux et pénibles en même temps. À l'époque, en fait, je suis indépendant dans le domaine du numérique depuis 15 ans. Et là, j'étais chargé d'une mission pour un projet européen sur, alors je vais dire un gros mot, mais Minecraft, effectivement. C'était comment on peut utiliser Minecraft dans la classe. J'ai atterri en fait sur ce projet qui était déjà lancé, donc en fait la piste Minecraft était déjà lancée par les différents partenaires européens et personne ne connaissait Mindtest. Donc j'ai lancé effectivement le sujet en essayant de voir si on pouvait lancer des projets autour de ça, enfin adapter. Donc on en a largement discuté, on a essayé de créer quelques expériences autour de cela. Et donc comme il y avait des tests qui étaient prévus dans chaque pays, donc effectivement il fallait qu'on fasse plusieurs expériences et j'ai proposé à Sarah de mener cela. Et donc on est venu effectivement sur le Mindtest, donc Luanti, pour diverses raisons, ne serait-ce que le fait que la question de la licence, les complications par rapport à ça, et puis le matériel qui était pas forcément dédié. On avait des tablettes et
Ça passait très très bien, l'Ulanti passait très bien sur ses tablettes, alors que ça aurait été très compliqué avec un Minecraft, quoi. Donc, D'accord. voilà. Juste pour comprendre l'articulation finalement, pour comprendre comment on peut finalement venir faire des expérimentations dans la classe, par quelle structure tu as été sollicité, comment Sarah finalement a sollicité des expérimentations, c'est parce que vous vous connaissiez avant ? Ouais, il y a ça, et j'ai la chance en fait de travailler avec la ville de Roubaix depuis, alors c'est du canal historique, hein. Ça fait très très longtemps, je crois que si je me souviens bien, j'ai arrêté mon boulot un 31 mars, et le 1er avril j'avais déjà un rendez-vous avec la ville de Roubaix pour commencer à mener des projets. Donc voilà, je monte énormément de projets éducatifs avec eux depuis très très longtemps, et notamment chaque année il y a un catalogue qui est proposé aux enseignants avec des activités donc qui sont culturelles et numériques entre autres. Donc Sarah, tu t'es inscrit, t'as repéré sur le catalogue une activité et tu t'es dit bingo ? Ça, c'est la première fois en fait qu'on a travaillé ensemble. En effet, nous on avait les coordonnées de Jean-François, et le but c'était, on a articulé en fait un projet avec nos élèves. On avait décidé de travailler autour du conte. Donc on a articulé tout un projet avec la médiathèque, avec Jean-François pour l'apport en numérique, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et l'année suivante, en revanche, là c'est Jean-François du coup qui m'a contacté en me disant j'ai un projet européen, est-ce que ça te branche ? Et c'est comme ça que ça a démarré. Très bien. Et du coup, tu peux préciser peut-être le niveau d'enseignement que tu as eu ? C'était des CP. C'était des CP. D'accord, merci beaucoup. Ouais, je me suis planté sur la fiche, c'était pas des CE1, CE2, c'était des CP. Alors, ça reste relativement proche. Alors, on va quand même refaire un petit passage sur expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas ce qu'est l'Ulanti, essayer d'expliquer ce que ça peut être. Alors évidemment, il y en a qui peuvent avoir l'image de Minecraft en tête, mais néanmoins, pour celles et ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est finalement, et aussi expliquer comment on se prend au jeu, parce que finalement ça peut devenir assez vite addictif, mais la première fois qu'on débarque, en fait, on peut trouver ça très vite ennuyeux. Donc je sais pas quel est votre ressenti, comment vous décrivez finalement ce qu'est l'Ulanti. Sarah ? Alors, moi, il faut quand même savoir que j'ai un niveau en matière de numérique, informatique, etc., qui avoisine, je pense, le niveau de la mer. Donc, ouais, voilà, faut être honnête. Je serais pas là aujourd'hui. Là, pour le coup, j'ai quand même, j'ai fait vraiment confiance à Jean-François. J'avoue que oui, le point de départ était assez déstabilisant pour moi. Peut-être moins pour toi et encore plus pour les élèves. Mais au contraire, c'était super cool parce qu'il y a un côté vraiment carte blanche où il faut tout repenser, et on n'a pas ces marques, même si pour les petits c'était top, parce que oui, quand ils l'ont vu se faire c'est Minecraft, ils étaient à fond, et ils se sont vite rendus compte qu'en fait non, c'était pas la même chose, et là du coup ils étaient un petit peu déstabilisés, ça les obligeait à re-questionner justement. Ils avaient déjà des usages de Minecraft avancés en CP ? Ouais. Ah ouais, je m'attendais pas à ça quand même. D'accord, ok. Certains nous ont même fait du tutoriel en direct en expliquant ce qu'il fallait faire. Ah ok, je ne m'attendais pas à ça. Okay. Alors c'est justement la première séance, on a décidé de les laisser un petit peu expérimenter, un peu en roue libre pour pas les frustrer. Donc on a gagné des piscines, on a gagné des constructions de dingue, des parcs, on les a laissés créer avant justement d'amener les attendus. Donc ça, qui était prévu. Donc ça, c'est bien un moteur du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on crée un peu... Alors on pourrait faire le parallèle avec le monde réel, qui serait le Lego finalement à un moment donné, quand on a plein de briques en plastique, alors avec toute la réserve qu'on peut mettre sur les questions de Lego, du plastique, mais c'est cette capacité finalement à pouvoir construire ça, c'est un des moteurs du jeu. Jean-François, peut-être ? Oui, il y a une notion qui est aussi très très intéressante dans l'Ulanti, c'est le fait que l'univers évolue. Donc il y a ce côté où effectivement on peut fabriquer, on peut crafter, c'est-à-dire qu'on va prendre des matières, on va les mélanger, on va créer des choses. Et quand on plante quelque chose, effectivement, ça pousse. Donc il y a les saisons qui arrivent, on a le ciel, le jour, la nuit, plein d'éléments comme ça. Donc on a vraiment l'impression parfois de vivre une aventure. Alors normalement c'est un jeu qui se joue à plusieurs, qui se joue en groupe. Mais quand on est en solo, il y a ce petit côté Robinson Crusoe. Je débarque sur une île, je débarque sur un univers, et puis ça y est, je vais devoir m'équiper, je vais devoir explorer. Et il y a un côté assez intéressant là-dedans, surtout qu'en plus on a... en fonction du monde que l'on choisit, on peut avoir aussi des souterrains. Donc des fois, on va tomber sur des grottes, on va tomber sur des têtes surprises. Et les univers sont très grands, sont d'ailleurs plus grands que ceux de Minecraft. On était aux dernières nouvelles, je crois qu'on était sur 65 000 cubes de côté pour ce carré, ce qui fait une énorme map, vraiment un truc très très important.
Donc voilà, c'est ce côté-là aussi évolutif qui est très intéressant. Donc construire, explorer sont Ouais. deux moteurs de jeu qui permettent effectivement de devenir accro potentiellement à Mindtest. Dans quel milieu se situe l'école ? Est-ce qu'on est dans un quartier favorisé ? Est-ce que... Non, absolument pas. C'est une école qui est en zone, ce qu'on appelle en REP+, en zone d'éducation prioritaire plus. D'accord. Et donc ce type d'expérimentation fonctionne très bien. Du coup, tu vas nous le préciser au fil de l'émission, mais d'accord. Je pense que c'est important de le préciser pour qu'on puisse, parce qu'en plus c'est posé sur le chat, donc je me permets de relayer la question de Marie-Odile, mais je pense que c'est important pour appréhender ça. Mmh. Très bien. Alors du coup, je sais pas, est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans l'aspect concret des projets qui ont été menés sur l'UANTI ? Ouais, alors il y a eu deux projets, donc celui avec Sarah, et puis je vais juste en citer un aussi, un autre avec Lucie Plouvier, une autre enseignante de Roubaix qui ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui, qui ont consisté effectivement à voir comment on pouvait utiliser l'UANTI dans la classe autour d'un projet de classe. Donc vraiment appuyer, c'est pas l'idée de venir du numérique, mettre du numérique pour du numérique, mais d'appuyer un projet qui peut aider la classe, qui peut aider la pédagogie. Et là, juste une petite précision. Alors pourquoi Sarah, pourquoi Lucie ? Parce que déjà, je les connaissais, ça s'était passé super bien l'année précédente et sur d'autres projets. Et il fallait aussi des enseignants dynamiques avec vraiment la volonté d'avancer. Donc c'était un choix qui était voilà, j'ai tenté le coup, ça a marché. Donc tous les enseignants et toutes les enseignantes sont dynamiques et ont envie d'avancer. Ouais. Ça dépend des projets. Voilà. Oui, alors après, ils ont des appétences par Oui, voilà. Donc là, je savais que ce serait particulièrement... sinon, ce serait plus facile à mettre en place parce qu'on avait vraiment... tout se passait bien. Et donc, avec Sarah, on a travaillé sur... alors, tu m'arrêtes si jamais je dis des bêtises selon mes souvenirs, mais l'idée, c'était surtout de travailler sur le quartier et de voir quels étaient les parcours des enfants pour se rendre dans des lieux importants pour les activités extérieures, comme par exemple aller à la piscine, aller au conservatoire, aller à la salle de sport. Et donc on a c'est le projet avec Sarah, ça. Voilà, c'est le projet avec Sarah. Attends, du coup, on va laisser Sarah parler de ce projet-là, et toi, tu parleras de l'autre projet auquel Sarah n'a pas participé, si tu veux bien. Ouais, ça marche. Merci. Donc oui, du coup, c'est l'avantage de ce projet, c'est que quand Jean-François a pris contact avec moi, il m'a dit, voilà, j'ai cet outil-là, en fait, j'ai ce projet qui tourne autour de cet outil. Comment tu vois les choses ? Comment tu as envie d'essayer de le bosser ? Donc moi, je suis partie en effet sur tout ce qui est repérage dans l'espace. Et pour ça, Jean-François a pris, pareil, tu m'arrêtes sur les détails techniques, s'il y a erreur, a pris comme base, en fait, des cartes IGN, qu'il a donc du coup intégré dans le logiciel, dans les tablettes. Et alors, comme je le disais, première séance, ils ont tout carnagé, ils nous ont cassé tout le quartier, ils ont fait des piscines, enfin bref. Et après, donc, on est reparti. Et là, je leur ai dit, donc le but, c'est que vous soyez capable, en fait, de me retracer le trajet qu'on fait pour aller à la piscine toutes les semaines. Et là, ce qui est génial, en fait, c'est que l'environnement est assez neutre. Et en fait, ils étaient complètement perdus. Il n'y a pas la façade de l'école, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas les feux tricolores. Donc, même au niveau des passages, ils disaient pas oui, mais là, il faut attendre au feu, il n'y a pas de feu. Enfin, voilà. Donc, c'était plein de détails que nous, on a pu aussi, petit à petit, gérer. Jean-François a apporté notamment alors ça doit avoir un terme technique, tu m'excuses, mais des lampes torches sur les sites en fait justement essentiels, donc le site de départ, les sites recherchés. Les œufs, oui, la chasse aux œufs. Oui, c'est ça, qui brillaient. Ouais. Et pareil, du coup, au niveau, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la notion de jour-nuit, en fait, passe très vite. Oui. Donc, en fait, ils se retrouvaient en plein trajet, entre guillemets, où d'un seul coup, il fait nuit. Et alors là, pareil, complètement perdu. Donc voilà, c'était super intéressant de voir qu'en fait, ils ont tellement l'habitude de se baser, en fait, plus sur des détails, en fait, du quotidien, des détails d'architecture, etc. Et là, ce qu'on voulait vraiment travailler, c'était la notion de gauche, droite, en avant, voilà, pur et dur, à combien de rues tu laisses passer avant de tourner à droite, etc. Et là, c'est vraiment, pour le coup, c'est marrant parce que ça les déstabilisait complètement et ça les obligeait, du coup, vraiment, justement, à entrer dedans d'un point de vue hyper ludique et qu'après, on a pu extrapoler pour le trajet à la salle de sport. C'était juste génial parce que dès qu'on refaisait un trajet, d'eux-mêmes, en fait, ils s'arrêtaient et ils criaient tous dans la rue, là, c'est à gauche. et voilà, et après, on le retravaillait en classe, du coup, sur les tablettes.
Oui, ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment puissante, moi je trouve, dans l'Uanti, c'est cette possibilité d'importer des cartes IGN. Ouais. IGN permet cet import. Alors techniquement, tu nous expliqueras, Jean-François, comment ça fonctionne, mais moi je trouve ça effectivement puissant. Et effectivement, on arrive avec des cartes qui sont plates. Il n'y a pas de relief, on n'a pas les bâtiments qui sont, ou minimalistes et tous identiques. C'est-à-dire que, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Oui. Donc il y a du relief en effet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la notion de hauteur des bâtiments, voilà. Et là, par exemple, l'école était plus haute en fait que les bâtiments juste à côté. Il y avait des marches devant le supermarché qui est juste en face. Il n'y avait pas les marches. Enfin, voilà, il y a plein de détails comme ça qui avaient tendance à beaucoup les perturber. L'environnement proche, et ça c'est puissant, surtout à cet âge-là. Ça fait partie vraiment de. Alors, je connais pas le programme pédagogique, le programme de l'éducation nationale, mais j'imagine que c'est. Ça répond pleinement aux attentes, voilà. Et ça se travaille en effet dès la maternelle, et ça se travaille jusqu'au CM2 dans l'absolu. Et sur les aspects techniques, tu as des choses à compléter, Jean-François, sur... Oui, juste, je suis parti par rapport aux cartes d'un service qui est proposé par l'IGN qui s'appelle Minecraft à la carte et qui propose aussi un export en version Minetest Uanti et là qui est vraiment bluffant parce que effectivement j'ai cartographié des tas de lieux différents, donc là c'était pour l'école, mais je l'ai fait pour moi aussi, j'ai fait mon quartier, j'ai fait le lieu où je pars en vacances, et je me suis tapé des randonnées en Provence comme ça en version virtuelle, Disneyland, plein de trucs comme ça qui étaient et il y a un côté où ça, on se perd parce que tout se ressemble, toutes les maisons se ressemblent, les bâtiments sont très lisses. On finit par s'y retrouver quand même, et en prenant des points véritablement importants, une rivière, un point de départ, des choses comme ça qui sont facilement reconnaissables, et là effectivement on peut retrouver. Et donc c'était assez intéressant. Et juste l'anecdote que Sarah vient de me rappeler là, parce que on était tellement prenant sur ce projet à fond dessus qu'un jour en allant à l'école, je me suis dit tiens, je vais aller voir si l'œuf doré que j'ai placé il est toujours là, et je suis allé dans le parc avant de me rendre compte au bout de 30 secondes que non, l'œuf il est dans le jeu, il n'est pas dans la vie réelle. Et j'allais vers les arbres comme ça, quoi. Donc c'était assez amusant. Merci pour ces éléments de précision. Effectivement, je pense que c'est un outil moi, je connaissais une association. Alors, ce sera peut-être une question à laquelle on peut même y répondre maintenant. Mais du coup, là, on est dans le monde de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a des coopérations ? Est-ce que tu connais des coopérations avec des associations qui travaillent sur ces projets-là ? J'en connaissais une qui s'appelait Zoomacom sur Clermont-Ferrand, qui avait beaucoup travaillé sur l'interaction réalité et puis jeu. Du coup, je sais pas si toi, tu as des connaissances d'autres associations qui travaillent sur ce... Alors l'association, non, j'ai rien qui me vient en tête, mais par contre Minetest, l'Uanti, je vais y arriver. Oui, on rappelle que Minetest est devenu l'Uanti à la fin de l'année dernière. Je viens de parler de Minecraft à la carte avec IGN, c'est pour ça. Oui. Et donc l'Uanti s'est bien développé au niveau de l'éducation nationale. J'avais présenté ce projet-là. J'en ai parlé avec Alexis Kaufmann il y a quelques années, il y a 2-3 ans, à Educatech. On s'était croisés, et donc il m'avait dit qu'il voulait monter un petit groupe de réflexion là-dessus, et donc petit à petit ça s'est fait, et notamment j'avais présenté le projet à Bavet, lors d'un événement que le rectorat avait dédié au numérique, alors qu'il n'y avait pas que logiciel libre, mais qui sont quand même super actifs au niveau du rectorat là-bas. Et il y avait notamment un groupe qui était mené par Nathalie Sotard, qui est une enseignante qui maintenant travaille pour le rectorat et qui est très très branchée sur l'Uanti. Je l'ai encore croisé il y a il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, moins d'une semaine. Donc il y a un collectif d'enseignants qui travaille. Tout à fait. Il présentait un projet qui s'appelle Mindstory, justement, qui est une sorte de serveur Mindtest. Qui permet de voir des bâtiments historiques, de retrouver, il y a des périodes aussi. Alors j'ai pas encore eu le temps de le tester, mais effectivement c'est bien, apparemment la démo était bien fournie. Et donc là c'est un outil qui est utilisable directement par l'éducation nationale. Donc c'est toute période confondue, donc ça a l'air super intéressant. Et ils sont vraiment super actifs sur la question. Donc ouvert seulement à l'éducation, entre guillemets seulement à l'éducation nationale. C'est a priori pas pour les associations ou les associations qui seraient autour de l'éducation nationale. Et puis il y a une rencontre par an, je crois aussi. C'est ça, ils se rencontrent régulièrement par rapport à ce projet-là. Non, là c'était dans le cadre en fait de la journée du numérique libre qui avait lieu au lycée Carnot de Brûlé-la-Bussière, donc il y a à peu près une semaine.
Et donc il y avait une conférence qui était prévue sur l'Unianti et donc sur ses usages. Après, je sais pas exactement quelle va être la suite, mais en tout cas, c'est bien, ça se développe concrètement. Je pense qu'après, ça va toucher aussi d'autres secteurs parce que il y a eu des expériences qui ont été menées dans le domaine éducatif avec Minecraft, mais on a des blocages, toujours avec ces questions de licence, d'installation, etc. Même simplement techniquement, je vois j'ai deux pour le projet européen. J'avais pour Epitom, donc j'avais aussi Minecraft qui était installé sur mon ordinateur et Minetest. Je vois encore il n'y a pas si longtemps, je lance Minecraft. Il faut que, je me connecte. 2, il y a une mise à jour qui se met en route. J'attends que la mise à jour soit installée. Jamais il y a une déconnexion, donc je me reconnecte. Mais je dois changer tel truc parce que je ne l'ai pas fait depuis un moment. Il y a de nouveau un autre truc qui se charge avec un plugin. Enfin, on arrive sur une autre interface. Enfin, on peut changer quelque chose. Enfin, on arrive au jeu. Et de l'autre côté, je lance Minetest, c'est bon. Et ça me prend 15 secondes, le logiciel est lancé, c'est parti. Donc voilà, il y a aussi un côté intéressant, plus simple d'utilisation pour les enseignants et enseignantes. Donc, D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui peut faire que ça se développe plutôt côté de l'Unianti que Minecraft? Alors, vous faites de la promotion ou du coup vous intervenez, alors tu interviens en JDLE. Est-ce que toi tu fais la promotion de ton projet, Sarah? Est-ce que tu as eu l'occasion? Est-ce qu'on t'a sollicité pour ça? Alors non, on m'a pas sollicité pour ça. J'ai pas fait la promotion en fait du projet parce que l'année suivante en fait moi j'ai quitté la circonscription en fait où j'étais et je suis devenue remplaçante. Donc dans ces conditions, c'est beaucoup plus compliqué de continuer à monter des projets. Mais sinon, oui, ça aurait été avec plaisir d'essayer de monter en charge au niveau, ne serait-ce que de ma circonscription, juste au niveau localité. Mais après, voilà, si Jean-François, de son côté, a besoin, justement, sur la commune de Roubaix, d'échanger, ou voilà. Oui, parce que pour un projet en milieu scolaire, finalement, de le répéter 2, 3 ou 4 ans, ça permet la première année, on teste, on est un peu encore dans le bricolage, on fait un petit retour d'usage, puis on se dit, tiens, il faudra améliorer ça. 2, 3 ans derrière, c'est pas mal en général pour faire aboutir un processus pédagogique abouti, qui pense à tous les volets. Enfin, oui, ça aurait été en effet l'idéal, mais bon, voilà. Donc là, on est confronté effectivement au turnover, entre guillemets, dans les classes, quoi. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples autour de l'Unianti qui peuvent être évoqués? Donc le projet effectivement avec Lucie Plouvier, donc qui était à l'école Gambetta de Roubaix. Et également, là c'était avec des CM2, et là je ne me trompe pas, ça va, j'en suis certain. L'idée c'était de réfléchir sur le quartier. Donc de nouveau, modélisation avec le service IGN, récupération de la carte, intégration. Et on n'a pas commencé à travailler tout de suite sur l'Unianti. On a d'abord fait des marches exploratoires dans le quartier pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à montrer dans le quartier ou à changer, à améliorer, etc. Et on a fait 2 marches exploratoires en prenant beaucoup de photos, de vidéos, en enregistrant du son, en prenant des notes. Tout ça, ça a été partagé en classe avec les enfants. On a discuté. De là sont nés 5 projets différents. Et ces 5 projets ont été modélisés ensuite directement dans l'Unianti pour montrer. Donc il y avait par exemple un parc juste à côté de l'école. Les enfants trouvaient qu'il était un peu délabré, qu'il n'était pas super équipé. Donc ils ont créé des jeux à l'intérieur. Ils ont refait le paysage, mis des œuvres d'art, des choses comme ça. On a une ferme urbaine aussi qui a été créée. On a un système de récupération d'eau qui a été fait avec une fontaine aussi qui a été intégrée dedans. Des messages aussi, toute une campagne de communication pour que les gens évitent de laisser traîner leurs déchets. Donc ça a été fait juste à côté du canal. Donc tout ça virtuellement, de manière à ce qu'on puisse présenter les choses lors d'une séance qui s'est faite avec les parents et avec un des élus avec l'objectif après de transposer ce qui aura été fait dans le jeu dans la réalité. Tout à fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, les projets ont été présentés par la suite par le directeur de l'école au budget participatif, mais n'ont malheureusement pas été retenus. Mais en tout cas, on a quand même fait la démarche de proposer ça. Et lors de la séance de présentation, il y avait un élu de la ville qui était élu à tout ce qui est biodiversité, écologie, etc., qui était présent, donc qui a pu constater les travaux des enfants, qui a pu les contempler. Ok, merci.
Alors, ça, on était plutôt sur la question des cartes. Quel usage pédagogique autre que justement, je sais pas, la spatialisation dans l'UNT? Est-ce qu'il y a d'autres usages en classe? Enfin, donc vous les avez laissés jouer, ça c'est déjà important déjà de laisser jouer, je crois, des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres usages? Moi, c'est le premier, en effet, qui m'était venu assez naturellement. Maintenant, après, au niveau, ne serait-ce que de la création, déjà, je pense qu'en matière d'expression un peu artistique, voilà, avec le projet que tu as eu avec Lucie, ça match aussi tout à fait. Il y a encore énormément de pistes en fait à tester. Là, dans ce cadre-là, dans le cadre d'Epitom, il y a un projet qui malheureusement n'a pas pu être réalisé, mais qui visait à faire une visite virtuelle de Londres avant un voyage de classe et à apprendre le vocabulaire justement pour reconnaître les différents bâtiments, pour pouvoir s'orienter, etc. Voilà, je sais plus pourquoi exactement on n'a pas pu le faire, mais bon, je crois qu'il y avait un manque de disponibilité de l'enseignant à l'époque, un manque de temps. Et puis sinon, moi je suis historien de formation, donc j'ai toujours beaucoup d'intérêt là-dedans. Je continue mes recherches, je continue des tas de projets dans ce domaine. Et notamment, je vais essayer de mettre en place prochainement, c'est aussi de montrer comment on peut faire de la reconstitution, parce que on a comme ça il y a des super logiciels pour faire de la reconstitution, mais il faut être, on va dire, ingénieur technique pour pouvoir se lancer dedans. Et là, au moins, déjà, sur un secteur, pouvoir réimaginer ce que c'était qu'un temple, ce que c'était que la forteresse qui était sur place. Ça, c'est accessible à n'importe qui. Alors, c'est sûr que ça va pas être super joli, ça va pas être forcément très réaliste parce qu'on est avec des cubes, mais au moins, on pourrait avoir une idée d'une implantation d'un village, en archéologie, ça peut être super intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez eu des soucis avec la traduction du jeu, par exemple, ou des modules de jeu? Parce que moi, je me souviens que j'ai déjà testé pas mal de modules, ils sont à moitié traduits, donc des fois, ça donne une impression de qualité moindre. Est-ce que vous avez eu ce souci-là? Et potentiellement, est-ce que vous avez contribué, du coup, parce que ça aussi, c'est par rapport à ce que tu évoquais, la langue, apprendre des mots à travers le jeu, ça, certes, mais aussi contribuer finalement, à un moment donné, se dire, tiens, ce module-là de jeu, il est en anglais, il est pas très long, on peut peut-être s'amuser à le traduire, mais c'est peut-être un niveau supérieur, collège, lycée. Ouais, on fait un peu d'anglais, mais vraiment à la marge sur quelques mots, j'imagine. Donc, non, je sais pas. Est-ce que vous avez d'abord été confronté à une problématique de traduction du jeu? Parce que c'est vrai que la logique de la communauté, si j'ai bien compris, c'est en tout cas de tout promouvoir en anglais pour rendre le jeu le plus universel possible selon eux. Mais on peut être confronté parfois à ce souci-là. C'était une problématique en fait, surtout pour les enfants. Maintenant, après qu'on a contourné en affichant clairement en fait au tableau les commandes. Et voilà. Et moi, je leur indiquais du coup directement en français à quoi ça correspondait. Donc en fait, ils se basaient surtout sur le visuel des commandes. D'accord. Ils n'ont pas eu besoin de faire le tutoriel, par exemple, parce qu'en fait, très vite, ils ont appuyé sur les touches et puis ils ont suivi ce que tu affichais au tableau. Oui, et puis de toute façon, quand bien même, je pense qu'on leur aurait mis le tutoriel, ils n'étaient absolument pas disposés à prendre le temps, je pense, de lire. Voilà. Alors, je parlais de... Pardon, alors c'est pas le tutoriel écrit, je parlais il y a un module de jeu qui est le tutoriel qui te guide dans l'apprentissage du jeu, finalement. Mais oui, c'est trop cadrant et un des intérêts du jeu, c'est peut-être justement cette liberté finalement qui est un peu perturbante au début ou pour des vieux comme moi qui ont besoin de cadre. Hein. C'est vrai qu'ils l'ont pas fait ce module, mais ils ont trouvé toutes les commandes à une vitesse redoutable. Et regarde, moi j'ai trouvé telle couleur de cube et t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Là, ça c'est super intéressant aussi. On est dans le collaboratif, on construit ensemble. Ouais. Apprendre en faisant, apprendre des erreurs aussi que l'on pouvait faire. Même nous, on apprenait des choses. Je me souviens d'un incendie qu'on a dû éteindre avec plusieurs enfants parce qu'il y en a un qui avait lâché de la lave à un moment et puis c'était en train de bouffer le monde. Et on s'est dit, vite, on prend de l'eau et puis on va tous autour et puis on arrête ça. Enfin, on a réussi à diriger la lave après vers la mer. Donc, une sorte de petite mer qu'on avait créée, quoi. C'était assez rigolo. Mais oui, ils apprenaient en faisant et puis ils se partageaient énormément les choses. Sur le plan de la langue, c'est surtout... Il n'y a pas eu d'incompréhension, mais là, on était plus dans le directif quand il a fallu taper des commandes directement dans le terminal, dans la console, parce que la nuit, par exemple, ça peut être très long. Quand on est dans le jeu, ça passe, mais là, quand on est juste en train de se déplacer...
ça peut être assez long, donc on leur demandait de taper la commande qui était time 6000, hein, qui remettait à l'heure, quoi, l'heure du jour. Oui, dans le petit time 6000, ça veut dire matin, quoi. C'est le matin. Voilà, c'est ça. Mais pour eux, c'était pas time, ça voulait rien dire, donc il fallait leur expliquer. Il y avait plusieurs choses comme ça, donc j'ai dû bifurquer un petit peu par moment, leur donner certains droits pour pouvoir réussir à faire différentes actions, quoi. C'est ça. Sinon, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la traduction française en fait de l'Uanti généralement, enfin d'après ce que je peux constater actuellement. On a plus quelques gros bugs qui sont de clavier notamment, par exemple quand on est sur Mac. Il y a un problème de clavier QWERTY AZERTY et si on tape un M, eh bien en fait ça ne passe pas. Et ça ferme la console. Donc il faut dans ces cas-là faire un copier-coller, aller taper la commande dans un autre logiciel, faire un copier-coller et la taper, quoi. Ce qui est un peu dommage, mais voilà, c'est des trucs que j'ai cherché sur les différents forums. J'ai pas trouvé de solution véritablement. Est-ce que vous avez des Mac dans l'école si je puis me permettre? Non. D'accord, pas dans l'école en tout cas. Bon, l'usage, Jean-François. Ouais, donc c'est. Mais bon, oui, j'entends bien le. C'était c'est sur le mien, quoi, ça passait pas. Sur d'autres machines, effectivement, c'était compliqué, mais c'est plus des problèmes dans ce genre-là, et puis aussi problème de documentation. Et ça va être un des buts recherchés par la suite, c'est d'arriver à documenter, à standardiser vraiment la documentation. C'est ce que j'aimerais, parce que c'est un peu éparpillé à droite et à gauche, avec des choses qui sont parfois difficiles à trouver, quoi. Alors, ouais, c'est la première impression. Alors, je partage mon impression aussi, j'en profite, mais c'est la première impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait la réponse à tout. Par contre, effectivement, c'était explosé sur une quantité de wiki. Et alors, j'ai vu qu'ils faisaient quand même un super effort de formalisation en ce moment, et je trouve que ça est en train de se formaliser à un endroit à peu près unique. Mais oui, ça, c'est vrai que c'est peut-être une des difficultés que pourraient avoir les enseignants qui voudraient se renseigner et puis découvrir l'Uanti. Pour l'instant, il n'y a pas une documentation un peu linéaire qui permette d'appréhender un petit peu tous les cheminements qu'il pourrait y avoir par rapport à l'Uanti. On va peut-être faire une pause musicale, Étienne ? Oui, je pense que c'est un bon moment pour se faire une petite pause musicale et s'aérer les oreilles. Nous allons écouter Libre 1.0 par Dak Z. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93. Bienvenue dans Univers Libre 1.0. Le jeu de rôle, pas rigolo, pour sauver la planète. Niveau 1, découverte. Vous devez apprendre à vous débrouiller seul. Pour explorer la toile, il faut vous former et maîtriser l'art du Linux. Pourquoi ? Vous le saurez plus tard. Après cela, vous aurez accès au savoir. Niveau 2, Craft. Vous avez accès à Internet. Vous pouvez donc maintenant apprendre à faire du pain. Vous devez en faire pour toute la semaine. Répétez ensuite cette action pour les activités de votre choix. Niveau 3, groupe. Vous avez acquis suffisamment de savoir-faire pour l'échanger avec d'autres personnes. Il est temps de créer un groupe. Pensez à choisir des personnages dont les activités sont complémentaires aux vôtres. Niveau 4, quête. Un problème se pose à votre groupe. Son équilibre est menacé par son propre volume. La solution n'a encore jamais été trouvée par l'être humain pour remédier à ce problème. Votre mission ? Trouver l'équilibre mondial. Niveau 5, responsabilité. Vous avez atteint le niveau qui vous ouvre les portes de la transmission. Il est de votre devoir
de donner vos connaissances à autrui. Vous choisirez 2 disciples au minimum et leur apprendrez les valeurs que vous avez obtenues pendant votre quête niveau 4. Niveau 6, classe HL. Vous devez à présent vous engager et servir une cause. Une seule est la bonne et vous permettra l'accès au donjon final. Les autres sont semés d'embûches et vous ramèneront au niveau 4. Hein ? Oh, faut que je réécoute tout, merde. Prenez votre temps. Niveau 4, quête. Un problème se pose à votre groupe. Son équilibre est menacé par son propre volume. La solution n'a encore jamais été trouvée par l'être humain pour remédier à ce problème. Votre mission, trouver l'équilibre mondial. Niveau 7, sagesse. Vous avez compris que l'avenir de l'humanité résidait dans l'entraide, le partage et la simplicité. Il vous est donc possible de créer de nouveaux mondes équitables, où chaque molécule ait sa place, où chaque être humain le respecte, et dans quelques siècles peut-être. Et dans quelques siècles peut-être. / configure monde merveilleux. Make sudo make install. Processing. Attention, l'abus de Tango Studio peut nuire à votre santé de couple. Ceci est un message en faveur de la protection des systèmes d'exploitation libres mais efficaces. Nous venons d'écouter Libre 1.0 par DACZ, disponible sous licence art libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Vous écoutez toujours Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission du jour sur le site causecommune.fm bouton de chat, et je vais rendre le micro à Laurent et à ses invités qui nous parlent d'une approche éducative au moteur de jeu libre Luanti. Merci Étienne. Alors avant la pause, on parlait de documentation. Effectivement, après la question qu'on peut se poser, c'est comment on passe de consommateur utilisateur de documentation et puis contributeur de documentation. Donc est-ce que dans l'éducation nationale, il y a des endroits où on peut contribuer, on peut alimenter, ou comment ça se passe par rapport à ça ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est Ah oui, ça a l'air compliqué parce que c'est silence total en face de moi là. Oui, c'est vrai qu'on a quand même une culture du numérique, je pense, qui est un peu à la peine, pour être parfaitement honnête, dans l'environnement de l'éducation nationale. On a ce qu'on appelle, nous, un e-run, donc c'est-à-dire un référent en fait, numérique qui est là par pôle géographique, maintenant qui honnêtement est déjà bien débordé. Et on se retrouve souvent seul, en fait, de toute façon, quand on veut se lancer dans un projet numérique. Donc, soit on crée une communauté où on s'entraide, soit on a la chance d'avoir un référent, comme moi j'ai pu l'avoir en fait, avec Jean-François, avec qui travailler. Et les CRDP, CDDP, est-ce que ça peut aider, ça ? Alors, j'ai peut-être un peu perdu le fil de ces structures-là, mais c'est quoi ces acronymes ? Alors, justement, je vais demander à Sarah, parce que moi j'ai un peu oublié, mais... Pour être parfaitement honnête avec toi, je l'ai vu simplement une fois apparaître sur un document et j'ai jamais eu affaire en fait à ces. D'accord. C'est cette fonction à ces organes-là. Alors CRDP, je sais pas, okay, on va demander au chat, comme ça sera plus simple et on évitera de dire des bêtises. C'est un centre de ressources départementales. C'est ça, normalement. Oui. Et ça c'est. Alors attention, je suis pas l'historien de tout cet univers, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais maintenant. Ce qui fonctionne, c'est surtout ce qu'on appelle le réseau Canopé, qui fournit, ce sont des centres de documentation donc réservés à l'éducation nationale, qui fournissent effectivement des tas de matériel, des tas de formations également, de ressources numériques, analogiques, vraiment tout style. Et là, effectivement, on a
des réseaux Canopé qui sont... Enfin, il y a le réseau Canopé et des centres Canopé, dont certains, je parlais de Bavé tout à l'heure, où ils sont effectivement formés pour utiliser les logiciels et pouvoir apporter une aide à des enseignants qui voudraient se lancer dans des projets. Mais du coup, peut-être que c'est une question que je pose. Finalement, est-ce que c'est descendant ou est-ce qu'un enseignant peut contribuer et voir son travail valorisé? Est-ce que finalement la question des licences au sein de ces structures-là, elles sont posées? Est-ce qu'on peut mettre en CC BY SA pour qu'un autre enseignant puisse réutiliser ou pas? Donc il faudrait des spécialistes de Canopé en fait, ici. Ouais, donc on fera une émission sur la question. Effectivement. Je parlais pas au nom de Canopé parce que j'ai pas suffisamment de détails, et puis je collabore avec certains et ça se passe plutôt bien. C'est vraiment c'est un réseau qui est quand même assez dynamique. Encore faut-il avoir le temps effectivement de pouvoir y consacrer en montant des projets. Et en fait il y a un peu de tout, c'est-à-dire je ne saurais pas dire si effectivement ils utilisent des licences libres ou pas. Je pense que sur certains projets effectivement il y en a, mais ce que je vois c'est qu'on a des enseignants qui expérimentent des projets numériques ou non, qui vont les documenter et qui ensuite par exemple vont faire des formations effectivement autour de ce projet. Donc là effectivement il y a un côté contribution qui se met en place dans ces cas-là. Ok, donc bon, on manque un peu de compétences et de connaissances autour de la table pour être très précis sur ce sujet-là, mais voilà, la question de la documentation, elle est intéressante, elle est importante parce que justement quand on est contributeur on se sent quand même beaucoup plus impliqué, donc c'est pas toujours simple finalement d'avoir un accès technique et c'est vrai que par principe les accès sont fermés, on doit d'abord montrer patte blanche, donc pour contribuer à des projets c'est pas toujours simple quoi. J'imagine, je fais le parallèle avec ce que je connais parfois dans le monde associatif, on commence par fermer et puis tout doucement on va ouvrir les vannes, alors qu'il y a des fois peut-être que c'est plus simple de démarrer en ouvrant et en donnant la capacité de contribuer pour après s'il y a des soucis, on régule après. Mais bon, ça, c'est des débats qui nous dépassent un peu. Mais vous évoquiez tout à l'heure les journées du libre éducatif. Je crois c'était pas au cœur de ces journées justement la contribution et la production de ressources numériques libres. Ah oui, ça s'appelle même... ça porte même un nom, je crois. Il me semblait, j'ai pas retrouvé là, je cherchais. Les REL, voilà, ressources éducatives libres. C'était le sujet en tout cas des JDL et précédentes, donc des journées du logiciel libre éducatif. Je sais pas ce qu'il en était, je n'étais pas à Bruyères-la-Bussière cette année alors que j'étais aux précédentes, mais je sais que les REL étaient un peu au centre du jeu, donc peut-être que c'est simplement finalement une visibilité de toutes ces interactions, de tous ces groupes, de toutes ces communautés d'enseignants finalement il n'y a pas de doute, il y a des communautés d'enseignants qui travaillent sur des sujets, et finalement peut-être la difficulté actuellement c'est d'avoir une visibilité de tous ces groupes là en fonction des académies, parce qu'en plus l'académie fonctionne en leur sein, et puis la collaboration entre académies peut-être pose des soucis. Je dis ça en toute naïveté, j'ai pas du tout de vision, j'ai pas du tout donc c'est pas du tout un jugement, c'est une vraie question, et une question à laquelle on va peut-être pas pouvoir répondre là, mais on ressent ça quand on se pose des questions. Ça rejoint sur ce que tu disais tout à l'heure sur la documentation fragmentée. Ce qui manque, c'est pas une centralisation, parce que le problème de la centralisation, c'est qu'au bout d'un moment, on a des règles qui se mettent en place et on ne peut plus produire exactement ce que l'on a envie. On a peut-être difficulté à faire un pas de côté, comme ce que disait J au départ. C'est peut-être une fédération, un peu comme avec les agrégateurs de flux RSS, où on peut avoir de multiples choses et puis trouver efficacement ce dont on a besoin. Et là, effectivement, il y a énormément de choses, et ce qui manque peut-être actuellement, c'est toute la partie comment on devient de consommateur, alors pas consommateur, utilisateur en fait d'univers Luanti à créateur d'univers Luanti avec toutes les interactions possibles à l'intérieur, créer des univers où on a par exemple des PNJ, des personnages non joueurs, des choses de ce type. Là, effectivement, ça reste assez difficile à appréhender pour l'utilisateur, je veux dire lambda. Je prends le cas, il y a 2-3 jours, je discutais avec un groupe de développeurs qui me montraient un système pour l'éducation. Alors c'était super, il y avait une belle page d'explication, et puis voilà, il faut faire ça, étape 1, étape 2, étape 3, et moi je leur dis, ce que vous imaginez que un utilisateur, une utilisatrice lambda va faire ça? Et à ce moment-là, il y a eu un blanc, et non. Ouais, donc il faut qu'on trouve une manière de simplifier les choses, quoi. C'est complètement... Oui, de rendre facile aussi la contribution, et ça c'est pas évident, quel que soit l'univers d'ailleurs, encore une fois, pour des questions d'accès, pour des questions de confiance, de sécurité, on nous invoque généralement tout ça, et donc c'est des vraies questions.
Merci pour cet aspect de documentation. On a plutôt posé des questions que donné des réponses, mais en tout cas, ça éclaire un peu le contexte aussi dans lequel évoluent les activités Louanti pour les enseignants. Peut-être sur les activités autour de Louanti, c'est cette interaction virtuelle réelle, on l'a déjà un peu abordé. Moi, j'avais entendu parler donc de cette association Zoomacom là, qui faisait pas mal de chasse au trésor, je sais pas comment ils appelaient ça exactement, mais finalement il y avait sans cesse un aller-retour entre le réel et le virtuel, ce que vous avez fait finalement à un échelon CP. Est-ce que tu as alors Jean-François peut-être plutôt des expériences justement à des niveaux plus avancés d'aller-retour? Est-ce que par exemple aller appuyer sur un bouton dans le réel peut déclencher des choses dans le jeu? Est-ce qu'on en est là ou est-ce que c'est un peu tôt? Pas encore. Pour l'instant, effectivement, il y a toujours cette interaction sur le fait que l'univers est vivant, donc on peut le transformer. Je crois que le côté intéressant, c'est aussi qu'on peut travailler, par exemple, pour se repérer avec la carte. On peut très bien avoir OpenStreetMap ouvert et puis passer de Louanti à OSM pour arriver à se repérer. Et parfois, c'est indispensable parce que, heureusement que dans Louanti, il y a une mini-carte qui montre de haut où on se trouve, donc ça permet déjà de repérer un petit peu, et tout d'un coup on voit deux rues un croisement, on va vérifier sur OSM, ça ressemble à ça, donc on est bien au coin de... Je précise qu'OSM c'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, ouais, tout à fait. Carte libre, cartographie libre. Voilà, qui est l'alternative libre à Google Maps, qui est très très efficace. Je parle d'OpenStreetMap bien évidemment. Et donc voilà, il y a ce côté-là qui est intéressant, et puis aussi je pense à une expérience que j'ai vécue en cartographiant justement Paris. J'avais fait avec le service des IGN, et je me retrouve donc sur un point de la carte comme ça, me disant mais je suis où? Apparemment c'est un cimetière, donc je vois comme des tombes, je regarde, je commence à me déplacer un petit peu, le cimetière est tout petit, et là ça m'a vraiment fait un choc parce qu'en fait ce cimetière, c'est celui qui est à Montmartre, alors j'ai plus le nom, mais tout en haut de la butte, il y a un tout petit cimetière qui est ouvert un jour par an, ce qui fait que c'est galère pour pouvoir le visiter. Il n'y a plus que en fait les familles qui ont accès là, ou bien le jour de... c'est la Toussaint, je crois que c'est le jour de la Toussaint qu'il est ouvert. Voilà, c'est un site historique, et tout d'un coup je me suis dit, j'ai le privilège d'être dedans. Virtuellement, certes, mais je suis dedans, alors que d'habitude, je n'en vois que la porte. Et il y a ce côté, quand on connaît déjà les lieux, c'est vraiment génial de pouvoir mentalement, de faire le lien entre les deux et comme ça, se représenter les choses. Merci, oui. Alors du coup, il me semblait que Zoomacom avait réussi un peu à faire ces interactions, monde réel, monde Louanti. Donc moi je trouve que ça c'est pareil, c'est des perspectives qui peuvent être extrêmement intéressantes pour alimenter, continuer à jouer aussi, encore une fois. On peut recréer aussi directement dans le... je reprends, bien avant cette expérience, on avait recréé un collège, le collège Albert Samin de Roubaix dans Louanti justement. C'était un collégien qui s'était lancé comme ça dans le projet, ça avait été assez génial. Et il a aussi, petit à petit, on a fini par monter des projets avec les élèves. On a improvisé totalement à partir de leurs envies, de ce qu'ils avaient envie de mettre en place. Et même un truc assez rigolo, c'est qu'au départ, on peut se poser la question. D'un côté, on a Minecraft qui a la machine de guerre, quoi. C'est avec tout le côté commercial, etc., la pub, les effets, les tendances. Est-ce que les enfants vont peut-être préférer ça à un autre produit qui peut être considéré comme un sous-produit alors qu'il ne l'est pas, quoi. Et je me suis rendu compte que petit à petit, ces collégiens-là et puis d'autres, au début c'était c'est quoi Mindtest, qu'est-ce que c'est que ce truc, et à la fin de l'année c'était nous on joue à attends non c'est pas Minecraft, nous c'est Mindtest, attention. C'était ça faisait vraiment attention, nous c'est mieux, quoi. Donc c'était assez rigolo cette tendance au changement. Je me permets, parce que je me posais la question, alors peut-être qu'en CP c'est plus compliqué, mais est-ce que les élèves du coup demandent ou peut-être qu'ils se débrouillent en fait très bien pour l'installer chez eux-mêmes? Vous avez une vision sur est-ce que les élèves du coup ils jouent à Mindtest ou à Louanti à l'école, et en fait du coup ils ont envie de l'installer si possible chez eux? Oh oui, il l'installe. D'ailleurs, on avait dû créer, par rapport au collège, on a dû créer une charte d'utilisation parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des batailles le soir et la nuit sur l'univers que l'on avait créé.
avec tout simplement des élèves qui se plaignaient, qui disaient oui, j'ai créé ça hier en classe et puis ce matin c'est complètement détruit. Donc ils peuvent se connecter du coup de chez eux et elles, ils peuvent se connecter sur le serveur. Mais à l'époque on faisait ça. Disons qu'à l'époque c'était en version bidouille véritablement. On n'avait pas de. On est sur quelle tranche d'âge là ? Là on était sur des 14-15 ans, enfin 13 okay. à 15. Ouais, non, c'était pas les CP qui se battaient là-dessus. Ouais. Mais voilà, là on a dû édicter quelques règles, mais. Et ça aussi, alors du coup, j'avais lu aussi des choses là-dessus. C'était quelqu'un de Framasoft qui travaillait beaucoup sur l'Unity à l'époque. Alors Sangocus, son pseudo, qui a beaucoup, il y a quelques années, qui était enseignant aussi, et qui expliquait, alors je pense que c'était lui qui expliquait tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire gérer aussi le serveur par les élèves, mettre les règles, convenir des règles avec eux, donner le pouvoir de ban quelqu'un, donc de jeter quelqu'un du serveur si justement il détruisait les affaires de quelqu'un d'autre, etc. etc. Donc tout cet aspect-là, il était extrêmement puissant aussi pour faire comprendre le vivre ensemble finalement, comment je respecte le travail des autres, comment on définit l'usage, quand est-ce qu'on peut aller dans l'Unity, est-ce qu'on peut y aller jusqu'à 23h, 22h, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire en dehors de l'école, enfin voilà. Et ça, je trouvais aussi que c'était extrêmement pertinent par rapport aux enjeux pédagogiques. Aux règles à se fixer ensemble, à construire ensemble. Et ça se construisait au fur et à mesure, devant le constat des problèmes qui étaient rencontrés, de destruction de bâtiments, etc., etc. Ça, j'avais trouvé aussi cette expérience-là extrêmement intéressante. Enfin, je crois que... Ouais. Par rapport au collège, on était en plein dedans, parce qu'en fait, ce sont les élèves qui avaient la main sur le serveur. C'est eux qui avaient créé le serveur. Qui avaient poussé le projet. Et nous, à l'époque, c'était avec Lucas Gruez, qui était enseignant en Roubaix, qui est maintenant parti dans le sud. Et donc on a monté ça, on les a accompagnés pédagogiquement, quoi. C'était vraiment mais l'initiative de départ, c'était vraiment les élèves qui avaient lancé ça. Et par contre en classe, là avec Sarah et avec Lucie, c'était pareil. Là c'était vraiment la bidouille technique aussi. C'était avec mon ordinateur. Lancer le monde sur un réseau qui était simplement celui de mon téléphone portable, et donc après on partageait comme ça. D'accord, là on était plutôt en local. Ouais. D'accord. Alors que tout à l'heure l'expérience en collège-lycée, ça veut dire que le serveur avait été installé pour être accessible de l'extérieur ? En fait, on va dire, comme c'est un serveur qui se lance directement à partir du logiciel, on n'a pas besoin forcément d'avoir un serveur on va dire physique. Ça, c'est comme ça. Donc il suffisait qu'il y en ait un qui se lance à se mettre à jouer à partir de 23h, il lançait le serveur et puis c'était parti, quoi. Mais qui était situé où ? Ah oui, non, il lançait à partir de son ordinateur personnel. Il ouvrait un... D'accord, ok. Et ça suffisait pour que les autres puissent se connecter. Donc là, ils se retrouvaient et effectivement, il y avait... Donc on a fini aussi par créer deux mondes différents avec un univers, on va dire pédagogique, je mets guillemets, et un univers qui était consacré à faites ce que vous voulez. D'accord, ça a été finalement la conclusion. C'était plus simple comme ça. Des soucis, ok. Très bien. Alors c'est quoi les perspectives pour l'un et pour l'autre, pour l'une et pour l'autre ? C'est quoi vos perspectives par rapport à ce type de projet-là ? Est-ce que... Moi, j'espère avoir la chance, justement, bientôt de pouvoir relancer un projet. Ça pourrait être... la création, j'en sais rien moi, d'un musée virtuel pour pouvoir mettre en valeur les œuvres, par exemple, qu'ils peuvent créer. Ça peut être, pour rebondir justement sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, ils avaient beau être relativement jeunes, on n'a pas été confrontés à ça, mais justement, sur tout ce qui est gestion des règles, ça permet de faire de très belles passerelles sur un conseil de classe. Ça permet de développer aussi toutes les valeurs en fait, de l'EMC, du vivre ensemble. J'avais eu aussi moi des CP qui avaient négocié pour installer du coup justement l'application sur le téléphone des parents, la tablette, etc. Qui s'amusaient à reconstruire l'école, qui me prenaient des captures photos que je pouvais du coup mettre sur le bloc de classe en mettant justement aussi en valeur ce qu'ils créaient à la maison. Donc je pense que voilà, le champ des possibles est vraiment est très ouvert. Maintenant, je pense que justement, en ayant une communauté un petit peu plus importante, des projets un peu différents et mieux organisés, ça pourrait permettre de prendre attache justement, par exemple, avec Canopé. Et de pouvoir, l'idéal, ce serait vraiment de créer une sorte de tuto à destination des enseignants, voilà l'expérience qu'on a vécue, voilà comment on s'y est pris, quelque chose d'assez simple. Je pense qu'ils recherchent, la communauté des enseignants cherche souvent quelque chose, je vais pas dire de clé en main, mais au démarrage, besoin d'être rassuré. Ouais. Moi, clairement, c'est ce dont j'avais besoin quand on s'est lancé. Voilà, j'avais Jean-François, tout le monde n'a pas un Jean-François, donc je pense que c'est important de pouvoir justement penser des modalités
qui permettent de le rendre accessible. Et à partir de ce moment-là, justement, le proposer. Et peut-être que ça redescendra justement en cascade en passant par l'interlocuteur qui est Canopé, dont on parlait tout à l'heure. Je sais qu'ils utilisent notamment des logiciels libres parce que j'ai fait une formation en stop motion là-bas. Donc voilà, dans l'absolu, je sais qu'ils ont l'habitude d'utiliser des logiciels libres. Très bien, donc je sais pas, on va se servir de l'émission pour lancer un appel pour essayer de consolider ces communautés. On se doute qu'il y en a plein un peu partout dans la région, donc si jamais ils nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter, on mettra tous les gens en lien et ça fera grossir la communauté des enseignants qui utilisent l'UANTI, ça pourrait être intéressant à mon avis. Et du coup, ça me fait penser aussi à un projet j'avais échangé avec Simon Marié, je crois, c'est un adhérent de l'April j'ai interviewé ses enfants parce que Simon mettait ses enfants face à l'UANTI parce que c'est un libriste et du coup je les avais interviewés, mais ce qui était intéressant c'est qu'il expliquait que sa prochaine envie par exemple dans l'UANTI c'était d'aller déposer des sons d'oiseaux pour faire finalement une reconnaissance de sons d'oiseaux dans l'UANTI, quoi. Alors assez basique, quelques oiseaux les plus connus parce qu'à Paris on n'a pas forcément, même si on entend des mouettes à Paris, mais on n'a pas forcément tous les oiseaux de la nature, donc ça pouvait être des projets un peu de ce type là qui pouvaient être développés. Il avait cette envie-là et je trouvais ça intéressant. Voilà, ça permet de contribuer, d'aller enregistrer, de se poser des questions sur les oiseaux, etc. Je faisais cette petite parenthèse parce que ça m'a fait penser un peu à ce projet-là. Oui, ça pourrait se faire en langue étrangère pour travailler l'anglais. Oui. Ça c'est clair que moi je pense qu'une des applications c'est la question des langues, à la fois pour la traduction du jeu, donc c'est pour ça que je posais la question, mais aussi cette expérience-là pour préparer un voyage, pour aller apprendre des mots sur des affiches dans l'UANTI, c'est déjà plus ludique que de le faire de manière un peu plus traditionnelle, quoi. Ça rentre sans doute un peu mieux pour les jeunes. Je mettrai cette interview en référence de la mission. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de la citer en introduction. Jean-François, par rapport à toi, au projet un peu numérique que tu vois se dessiner. Ouais, c'est toujours assez vaste. J'ai toujours des missions à droite et à gauche, donc effectivement, je continue dans le numérique à fond. C'est mon boulot, c'est le quotidien. Plus précisément, par rapport à l'UANTI, comme je suis un peu en transition, en train de revenir vers certains univers que j'avais dû quitter vis-à-vis de différentes missions. Je reviens un peu vers le côté toujours un peu punk de tout ça, très libriste, etc. Et je pense que je vais beaucoup travailler cette question de l'univers virtuel par rapport au matrimoine, comment est-ce qu'on peut relier le quartier avec cet univers en 3D. Et travailler aussi la question de la reconstitution, notamment par rapport à mes recherches, pour donner quelques exemples concrets aux collègues et puis à mes étudiants, pouvoir le montrer. Voilà, j'ai réussi à reconstituer tel quartier, telle forteresse, tel château, ce qui me permet de m'en donner une idée un peu plus précise, parce que on travaille souvent par rapport à des textes. C'est bien les textes, ce sont les ressources primordiales que l'on a, donc on mélange un peu avec l'archéologie pour avoir plus d'informations, mais ça ne nous permet pas toujours d'avoir une vision bien réelle de comment ça pouvait s'organiser, comment ça pouvait se passer dans le réel, quoi, à l'époque. Je pense que ça va être un de mes projets principaux par rapport à l'UANTI. Et puis donc documenter effectivement toutes mes aventures par rapport à ça. Et par rapport au projet Epitome qui continue de vivre sa vie avec des ressources qui ont été créées, c'est aussi d'amener encore plus, peut-être d'avoir un Epitome bis qu'on continue, que de promouvoir auprès des collègues du projet qui sont en Grèce, qui sont en Serbie, qui sont aussi au Royaume-Uni, en Belgique. Et puis là, je travaille aussi sur un projet avec le lycée Jean Moulin de Roubaix. On a un Fab Lab là-bas, donc dans ce cadre de ce Fab Lab, on fait notamment de la rénovation de PC qui vont être distribués dans les écoles. Et donc pourquoi pas avec les écoles dans ce cas-là, promouvoir l'utilisation de l'UANTI, différents logiciels numériques pédagogiques. Et voir après, pourquoi pas aller plus loin avec d'autres villes où on pourrait faire aussi de la rénovation. Et donc, j'en profite pour en faire un petit coucou en parlant de rénovation aux collègues de Primtux, qui est une des distributions. Alors, on met Ubuntu sur les PC qui vont servir un peu tout, et on met Primtux pour les PC des écoles. D'accord. Et donc, du coup, là, tu as brossé des projets au-delà de l'UANTI, c'est-à-dire, oui, tu parles de recyclage. Ouais, mais je pense qu'on va l'intégrer dedans. Donc, après, ça peut être. Disons que c'est bien. C'est bien de mettre du matériel comme ça, mais c'est un peu la philosophie que j'essaie de conserver depuis le projet OLPC, la fondation One Laptop for Child. Alors ça remonte un petit bout de temps, mais je faisais partie de OLPC France à l'époque. D'accord.
Et donc, on avait toujours ce truc de dire, on met le matériel, mais c'est pas juste on dépose des cartons et puis allez-y, amusez-vous. C'est qu'est-ce qu'on met là-dedans comme ressource, comment on l'utilise, comment est-ce qu'on va former les personnes, voir les infrastructures, parce qu'à l'époque, il y avait les questions d'électricité aussi dans les pays, le réseau, même les salaires des enseignants, enfin tous ces éléments-là. Et donc, au-delà des CPC recyclés, de dire si on fait ça, eh ben, qu'est-ce qu'on fait comme documentation pour que les gens puissent prendre en main véritablement le matériel, soit pas bloqué, parce que des fois on peut avoir des problèmes d'acceptabilité, c'est-à-dire on met Ubuntu, on n'a pas vu Windows, alors on a l'habitude avec Windows, alors comment on fait, ça marche pas, votre système il marche pas, etc. Donc comment on peut les former pour que ça fonctionne bien, Printux également, quoi. Enfin, donner des idées, quoi. Mais la question finalement, c'est toujours la question de comment on arrive à mettre en place une vraie formation, parce que la documentation, moi je dis toujours, quand il n'y en a pas, tout le monde râle. Quand il y en a une, personne la lit. Donc, du coup, il nous faut quand même... finalement, c'est indispensable à un moment donné, l'intermédiation avec des humains, quoi. À un moment donné, prendre le temps d'accompagner les gens, avec la documentation à côté, parce qu'ils sauront s'y référer tout seul après, etc. Mais finalement, une des questions, c'est comment on arrive à mobiliser du temps et à faire comprendre qu'une formation c'est nécessaire, parce que souvent on balance un outil, on balance un logiciel et les gens du coup on imagine qu'ils vont les prendre en main et que ça va être simple et que ça va être cool, parce que de toute façon tout le monde a une appétence et tout le monde sait utiliser le logiciel. Donc finalement pour moi une des questions c'est comment on arrive systématiquement avec un logiciel à avoir une formation, quoi, quelque part. Enfin je sais pas, moi c'est un peu ce qui me perturbe, c'est-à-dire qu'on oublie toujours la formation parce qu'évidemment ça a un coût, parce qu'évidemment c'est du temps. Donc c'est une vraie question. Ça rejoint un peu, à mon avis, Canopé, mais parce que Canopé est aussi habilité à faire des formations, mais après c'est toute la souplesse d'un système qui est à questionner pour fluidifier tout ça et rendre les choses plus simples, fractionner les formations, parce que c'est pareil, évidemment, mobiliser une personne une journée pour une formation, c'est pas la même chose que par exemple d'imaginer des modules d'1 heure à un moment donné, les faire régulièrement. Enfin tout ça, il faut qu'on puisse avoir cette souplesse-là dans la formation, mais par contre qu'on le pense systématiquement avec l'arrivée d'un logiciel. Au-delà de la documentation qu'il faut faire, parce que sinon on va nous reprocher de pas l'avoir fait, mais qui sera pas lui. Voilà. Je vous laisse 2 minutes chacun pour votre dernier mot, ce que vous auriez oublié de dire, ce que vous avez envie de dire. On laissera la parole à Sarah pour conclure. Jean-François. Je suis directif, moi. Ouais, mais c'est bien comme ça. Très bien. J'ai un exemple après à suivre. Je pense que déjà ce qui était vraiment beau dans ce projet, c'est qu'il faut quand même pas perdre de vue en fait qu'on travaille avec des enfants, que le monde imaginaire, le monde du rêve, le monde de la création, c'est quand même extrêmement important et très développé chez eux, et qu'on a le droit aussi par moment, je pense, de s'autoriser à les laisser libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et pas toujours forcément de chercher à cadrer à mort et à correspondre au programme tout de suite. Enfin, du moins pas tout de suite. Voilà, même si l'objectif derrière, bien évidemment, il est là. Je pense qu'il y a quand même vraiment une liberté qui leur est offerte et dont ils sont capables de se saisir, et vraiment... du coup, là, voilà, ils sont jeunes, hein, les CP, et c'est impressionnant de voir en fait à quelle vitesse et avec quelle appétence, et voilà, et le fait qu'ils soient capables de construire ensemble. Nous, on les faisait travailler par 4 assez souvent, et voilà, ils ont fait des créations, des trucs géniaux. Hein. Super. Donc, je pense que, voilà, moi, je dirais se donner le droit aussi. De les laisser expérimenter et de les laisser se lâcher, en fait. Je trouve que le support s'y prête vraiment bien. Comme je suis maître du temps, je vais me permettre une petite question. Ils étaient à 4 sur le même ordinateur, les enfants, et ils arrivaient à se coordonner, ou sans tension sur la maîtrise du clavier ou de la souris? Alors, j'irai pas jusque-là. Alors, ils étaient sur une tablette, donc c'est vrai que c'est peut-être quand même plus pratique que sur un ordinateur. Maintenant, en effet, de toute façon, c'est souvent comme ça. Il y a souvent un enfant qui est un peu plus leader. Voilà, et souvent un autre qui devient un peu plus régulateur, et en fait ça aussi c'est justement des comportements qui sont intéressants à observer, à questionner en disant là d'accord, là depuis tout à l'heure je t'ai vu, tu as construit ça, et est-ce que tu as demandé l'avis des autres, est-ce que vous avez pu participer, et là voilà, automatiquement, et en fait ils se régulent assez rapidement. Alors oui, forcément au début ça fait un bruit assez redoutable, on va pas se mentir. On était 2 enseignantes dans la classe, parce qu'en zone d'éducation prioritaire, on peut être ce qu'on appelle en dédoublé, donc on peut être 2 profs au sein de la même classe. Alors pas sur ce projet-là, mais l'année d'avant, les premières séances, c'était... bref. Mais c'est pareil, lâcher prise. À un moment donné, franchement, moi au début, j'étais comme ça, toute tremblotante. J'y
Comme je disais, j'ai pas des bases en numérique très, très solides ou confortables. Là, je me suis dit, bon, ouf. Et en fait, non. Enfin, faut lâcher, faut y aller. On peut leur faire confiance. Ils s'adaptent vraiment très vite. Et limite, au début, c'est eux qui donnent le rythme, qui donnent le tempo. Et au fur et à mesure aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure de ce qu'on rencontre, on peut le faire évoluer vraiment d'une séance à l'autre. Et ça aussi, c'est super intéressant. Entre ce qu'on avait prévu au départ et ce qu'on a à la fin, on se laisse aussi porter, on se laisse aussi guider en fait, par ce qui est fourni par nos élèves et ça s'adapte à tout moment chouette. Et ça, c'est chouette. J'ai dans le chat, il y a une ex-professeure à la retraite qui dit tu fais ce qui te plaît et après tu cherches dans le programme à quoi ça correspond. J'adore. C'est un très bon résumé, ça sent le vécu. Alors, je reprends ma casquette de maître du temps. Jean-François, ton mot de la fin avant justement qu'on soit à court de temps. Ouais, mais je vais rebondir effectivement sur cette question de la créativité, l'improvisation. On me demande souvent sur des ateliers qu'est-ce que tu vas leur faire. Je connais la première séance, mais je connais pas les suivantes. Il y a un fil rouge et puis après on suit ce que font les enfants. Ce que veulent les enfants aussi, et c'est ça qui est super intéressant. Il faut laisser tous ces dispositifs numériques comme étant des outils dont on se sert pour la créativité. Et là, la créativité, tu parlais, Sarah, que les enfants étaient dans un quartier QPV, donc quartier prioritaire de la ville. Et ce que j'aime bien, parce que je travaille avec des publics qui sont extrêmement différents, et que ce soit dans des univers très favorisés comme très défavorisés, ils ont tous de la créativité. Ils ont tous plein d'idées. Ils me disent j'ai inventé ceci, j'ai inventé cela, et ça c'est absolument génial. Et notamment ça m'est remonté. Alors je sais pas pourquoi, j'avais oublié de le mentionner, mais on a travaillé aussi toujours avec Luanti. On est parti d'un univers qu'on a créé alors totalement au hasard. On a laissé le côté aléatoire. Et les enfants ont créé une histoire à partir de ça. On crée un petit conte à partir de cet univers, en se baladant. Dans la première séance, c'était on le lance, on se balade, on va découvrir ce qu'il y a, et on crée l'histoire, on crée le conte à partir de ça. Et c'est ça aussi, parce que on est en totale liberté, mais on met en œuvre des compétences qui sont demandées sur la création de récits, sur le vocabulaire, le langage, etc. Voilà, vive le libre. Merci, merci pour cette conclusion. Je te repasse la parole. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à Laurent pour l'initiative et l'animation de sujet, et à nos deux invités, Sarah et Jean-François, d'avoir participé. Et les présents faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous écouterons une nouvelle pépite libre de Jean-Christophe Becquet. Avant cela, nous allons écouter Shelter Dog par Mon Plaisir. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Shelter Dog par Mon Plaisir, disponible sous licence Libre Creative Commons, attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April,
sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer au sujet suivant. Pépite libre, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre, texte, images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur la liberté accordée à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Jean-Christophe, tu es avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, quelle nouvelle pépite as-tu trouvé dans ton tamis ce mois-ci ? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui des ressources de l'association Fable Lab pour être plus libre grâce aux mots. Pour comprendre les enjeux du logiciel libre, il faut aborder certains concepts comme une application, un bug ou un format de fichier. C'est à travers l'imagier 100 mots qui recense les 100 mots essentiels du numérique que j'ai découvert ma pépite du jour, les ressources de l'association Fable Lab pour être plus libre grâce aux mots. Les imagiers 100 mots sont des supports pédagogiques pour apprendre du vocabulaire. Ils s'adressent aux personnes qui découvrent le français. Chaque mot est illustré pour pouvoir comprendre d'un coup d'œil sa signification. La transcription en alphabet phonétique aidera les personnes qui veulent apprendre la prononciation en français. On doit ce travail à l'association Fable Lab, qui s'est donné pour mission que chacun et chacune d'entre nous soit plus libre grâce aux mots. Fable Lab est présente en Seine-Saint-Denis et en Haute-Loire. Mais grâce à son site web très fourni et ses ressources partagées sous licence libre, vous pourrez la retrouver partout dans le monde. Une bonne prise en main de l'outil numérique ne peut pas se faire sans en comprendre et en maîtriser un minimum le vocabulaire. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un imagier des mots essentiels du numérique à destination des personnes seniors et de toutes celles et ceux qui découvriraient le vocabulaire en français, explique l'association. Médiateurs et médiatrices, professeurs de français, mais aussi et surtout de nombreuses personnes retraitées ont sélectionné les 100 mots principaux auxquels nous sommes confrontés lorsque nous utilisons des appareils numériques. Les appareils numériques, leurs usages, naviguer sur Internet, communiquer en ligne, les dangers présents sur le web, toutes ces thématiques sont abordées dans l'imagier. L'association Fable Lab a choisi la licence libre Creative Commons by SA. Elle explique très bien les droits et les devoirs qui en découlent. Vous pouvez donc le partager, le copier, le distribuer, le réutiliser et l'adapter comme vous le souhaitez, y compris à des fins commerciales. Vous devez simplement créditer Fable Lab, indiquer si vous avez effectué des modifications et partager vos œuvres dérivées selon la même licence CC BY SA 4.0. On peut télécharger toutes les ressources sur le site fable-lab.com et leur boutique en ligne permet d'acheter les imagiers édités par l'association. Je trouve intéressante la réflexion qui les a conduits à opter pour une licence libre en 2022. Nos soutiens financiers nous ont permis de distribuer ces imagiers gratuitement à des structures qui accueillent les personnes exilées. Mais nous recevons toujours plus de demandes d'imagiers. Et pour des raisons de stock ou des limites administratives, nous ne pouvons pas répondre à ces demandes d'une façon satisfaisante. Très concrètement, les financements pour distribuer des imagiers nous contraignent très souvent à ne travailler qu'avec des structures d'une zone géographique ou des personnes ayant un certain statut administratif. Ces limites sont frustrantes, ont un aspect arbitraire et compliquent notre travail de diffusion. Alors pourquoi ne pas simplement mettre ces imagiers à la disposition de tout le monde ? Et un peu plus loin, du côté de Fable Lab, nos questionnements, nos réalisations, nos connaissances concernant les communs ne font que commencer. Mais nous y croyons et nous voulons nous y inscrire. Grâce aux éclairages de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, et des professeurs Hervé Baronnet, Christophe Noulez et Cyril Largillier, nous avons choisi une licence pour partager nos ressources. C'est cool de voir que l'April est cité. Fable Lab partage de nombreuses ressources sous licence libre. Les imagiers sans mots se déclinent sur la santé, les aliments, le travail ou encore le code de la route.
Il existe aussi des versions bilingues, en anglais, russe ou ukrainien. On trouve des jeux de cartes pour mémoriser des mots sur plusieurs thèmes et dans plusieurs langues, et des ressources multilingues à destination des assistantes maternelles. Enfin, Iota est une base de données sous licence libre qui recense des illustrations, des traductions, des histoires, des enregistrements audio, afin de faciliter la transmission et la médiation linguistique dans une dizaine de langues. Merci Jean-Christophe pour cette nouvelle pépite libre, et je trouve toujours éclairant quand il y a des ponts, alors qui sont pour nous évidents, mais entre ce qu'on appelait les valeurs de mise en commun du libre et puis les démarches d'émancipation et de solidarité. Je trouve que c'était vraiment une belle pépite. Et je précise que Senmo s'écrit SEN-MO. Effectivement, l'oral, ça ne se... Voilà, moi je l'ai sous les yeux, donc c'est facile pour moi de le savoir. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette nouvelle pépite, et au mois prochain pour une nouvelle, j'espère. Entendu, c'est le cas, je serai de retour au mois de mai. Parfait. Et ben, je te souhaite une belle fin de journée, Jean-Christophe. Merci encore. Bonne fin d'émission, à bientôt. Et comme Jean-Christophe le dit, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, alors l'édition 2025 du Libre en Fête partout en France du 8 mars au 6 avril vient officiellement de se terminer. Plus de 160 événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre à destination du grand public ont été proposés partout en France dans le cadre de cette initiative. Un grand et chaleureux merci à toutes les personnes et les organisations qui ont proposé ces événements. C'est grâce à leurs actions, ont permis de sensibiliser de nouveaux publics à ces enjeux. Rendez-vous l'année prochaine. Mixit se présente comme une conférence pour l'éthique et la diversité dans la tech avec des crêpes et des cœurs. À Mixit, on trouve des conférences techniques, mais également des interventions sur la diversité, l'inclusion, l'aide infligée, la richesse qu'apportent les personnes reconverties ou introverties, etc. L'édition 2025 aura lieu les 29 et 30 avril 2025 au campus universitaire Lyon 1 à Villeurbanne. J'en parle notamment parce que Isabelle Vanni et Bouquinette y donneront une conférence intitulée « Mieux inclure la diversité de genre dans le monde du libre ». Ça passe aussi par la radio. Donc, ce sera mardi 29 avril 2025 de 16h30 à 16h50, salle Gosling. L'April sera présent avec un stand et une conférence dans le cadre des rencontres professionnelles du logiciel libre RPLL, jeudi 15 mai 2025 à Lyon. Mentionnons également la soirée de contribution en libre jeudi 24 avril à la FPH, Fondation pour le Progrès Humain, à Paris dans le 11e arrondissement. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. J, Laurent Costi, Sarah Betaucourt, Jean-François Cauche et Jean-Christophe Becquet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Bouquinette. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grééco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite Tétini, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur le site web libreavou.org/243 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser d'autres questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 22 avril à 15h30. Nous y découvrirons le parcours libriste de Cécilia Brossard, développeuse libriste depuis près de 20 ans, conférencière, membre de diverses communautés, duchesse, France et Coding Goûter notamment, et apicultrice. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 avril, et d'ici là, portez-vous bien.